C'est Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, qui le premier définit clairement la stratégie de la guerre moderne. La stratégie de la guerre moderne consiste à amener le peuple que l'on veut détruire à se détruire lui-même de l'intérieur. Inutile de lancer contre lui, comme au temps de Napoléon, des armées massives qu'il faudra équiper, nourrir, entretenir, endoctriner avec des résultats aléatoires, car leur action entraînera obligatoirement une prise de conscience et une réaction salutaire du peuple agressé qui se mobilisera et s'unira pour rejeter l'occupant. Auquel cas, la seule solution efficace restera de l'écraser sous un tapis de bombes, mais ce n'est pas toujours possible. N'est-il pas plus intelligent d'amener le peuple haï à organiser lui-même sa propre autodestruction par une habile propagande? Quelques actions de subversion permettent d'obtenir ce résultat à coût minimal. Il suffit de payer quelques hommes, quelques journaux, quelques organes de presse, ou simplement de les convaincre par une propagande ingénieuse de trahir leur propre peuple pour obtenir un résultat assuré. En plus, on pourra mettre la main sur toutes les structures et biens matériels restés intacts. La parfaite application de cette évidence peut s'observer en maints endroits. Récapitulons. Pourquoi dépenser stupidement des sommes colossales pour développer des armements onéreux, mettre sur pied ces armées coûteuses à la fidélité non garantie, entretenir des milliers de chars, d'avions et de bateaux suréquipés, tout cela pour un jour peut-être oser lancer une attaque dont le résultat est totalement incertain et se solderait, dans le meilleur des cas, par des pertes immenses en hommes et en matériel. Ceci était possible au temps de Napoléon, où la vie humaine n'avait aucune valeur. De nos jours, on a recours à une méthode plus efficace pour détruire les peuples, les États, les pays, les sociétés, la subversion. Il est à noter que la théorie de Lénine fut mise en pratique par lui-même quasiment à son insu. Lors de la première guerre civile européenne, le tsar Nicolas II, conscient de la menace considérable que présentait Lénine pour son régime, du fait précisément de son extraordinaire capacité à manipuler les foules, l'avait fait chasser. Lénine s'était donc réfugié en Suisse, à Zurich. Les Allemands s'emparèrent de lui, l'enfermèrent dans un wagon plombé, expédièrent le wagon en Finlande. À l'arrivée du train, les cheminots finlandais déplombèrent le wagon, Lénine s'échappa et regagna la Russie, déguisé en chauffeur de locomotive. 2 mois plus tard, la Russie tsariste capitulait. En 2 mois, sans tirer un seul coup de feu, Lénine avait réussi à détruire le régime, ce que 20 divisions allemandes n'avaient pu faire en 3 ans, au prix de pertes effroyables dans les 2 camps. La théorie de Lénine est à rapprocher de cette phrase d'Ahmed Ben Bella, premier président de la République algérienne, qui, parlant d'un porteur de valises français, déclara en 1963 « Sa plume valait une armée ». Et de fait, il reconnaissait ainsi que ce porteur de valises, par son action de propagande subversive, avait autant contribué à la défaite de son propre peuple que toutes les forces du FLN réunies. Déjà, peu avant, en 1914, le président américain Theodore Roosevelt, désirant mettre la main sur la province colombienne de Panama, afin d'y faire creuser un canal bénéfique pour ses intérêts, avait usé d'une méthode analogue à celle décrite par Lénine. La solution conforme aux habitudes du moment aurait été de lancer une armée contre l'État colombien. Le résultat aurait été garanti, mais il aurait coûté très cher en hommes et en matériel. En plus, il aurait entraîné une réprobation mondiale considérable, notamment de la part des peuples sud-américains, ce qui aurait été contre-productif. Plus intelligemment, Theodore Roosevelt suscita une révolution parmi les populations occupant la zone convoitée et paya les chefs de l'armée colombienne pour s'assurer de leur manque de combativité.
L'opération se solda par un succès total. Le résultat désiré fut obtenu à moindre coût. Seul un singe et un commerçant étranger périrent dans l'aventure qui se clôtura par la naissance de l'État de Panama, inféodé, du moins pointant, au gouvernement US, pour un temps seulement. Bon, cette vidéo vous a plu? Alors, à la prochaine!